Le rien pour nous est aujourd'hui une ressource de vie. Le poète est quelqu'un qui retourne les choses. Je crois qu'il faut avoir ce côté démiurge de créer un univers. Nous sommes un fragment parmi d'autres fragments. Donc Henri Rodier, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux recueils à paraître, quelques formules en quête d'inachèvement et Rien jadis ou peut-être déjà. Donc déjà, on a deux titres assez énigmatiques et je crois que vous pourrez peut-être au cours de cet entretien nous éclairer un petit peu sur ces deux titres et puis sur ce que contiennent ces deux recueils. Déjà pour commencer, est-ce que vous avez un éclairage particulier sur le premier recueil dont on va parler, qui s'appelle donc Rien jadis ou peut-être déjà? La question qui se pose dans le recueil, c'est quelle est la présence de la non-existence lorsqu'on existe? Il y a toujours quelque chose qui apparaît dans chaque être comme une, une non-existence qui serait une ressource qui nous alimente spirituellement dans un monde où l'être lui-même se constitue non pas à partir de rien et spirituellement, mais à partir beaucoup trop d'une matière surdimensionnée que nous ne cessons d'alourdir et de multiplier. Sentir que ce qui existe est la même chose que ce qui n'existe pas, qu'il n'y a rien de vrai à être davantage toujours en train de devenir important. Le début du recueil est en fait une promenade et qui commence sur ce phénomène de la vision, qui est le sens sur les cinq sens surchargé à l'Occident, la vision. Tous ceux qui voient quelque chose s'en approchent de loin, mais jamais de trop près non plus. Et d'abord, ils ne voient rien. Non pas qu'il en soit de rien comme d'une forme, ou que l'on puisse dire d'une chose, elle n'existe pas. Non pas en regardant une chose que l'on puisse dire, je ne vois rien, car on voit toujours quelque chose, et on ne verra jamais rien. Tous ceux qui voient, les artistes, les poètes, ou bien, allez savoir, quelqu'un qui se déplace dans la rue avec les deux jambes et l'envie de marcher jusqu'à une allée d'arbres là-bas, tout cela voit bien qu'il y a quelque chose, mais en même temps, et comme par surprise, il ne voit plus rien. Surgit alors la pensée, car c'est de pensée qu'il s'agit, que peut-être ce qu'on regarde n'est rien d'autre que ce qu'on voit, mais dans une configuration si différente qu'aucune vision s'impose pour fixer les fragments qui flottent et changent à chaque fois. De là, le constat qu'en marchant vers une allée d'arbres ou en regardant par une fenêtre, on peut voir des arbres, mais aussi ne rien voir du tout. Lorsque celui qui va devenir Saint Paul sur le chemin de Damas est ébloui au point d'être aveuglé et complètement étourdi à tomber de son cheval et à rester comme évanoui, ce moment-là est néanmoins un moment d'aveuglement. Qu'est-ce qu'il se passe dès lors que, lors de cet éblouissement, il ne voit plus rien? Et c'est justement à ces moments-là que on voit beaucoup de choses. Mais dans ce que l'on voit
de ce beaucoup de choses à ces moments-là, il y a sûrement de l'existant, et il y a toujours de l'existant, du fait même que nous existons. Et je crois qu'il y a un passage dans le recueil, j'en suis sûr même, qui dit, mais attention, si nous n'existions pas, nous ne pourrions pas parler du non-existant. Mais en même temps, je crois qu'il y a dans ces moments-là, et on pourrait reprendre le moment très célèbre de Pascal, le moment très célèbre de Descartes, le moment très célèbre de Claudel, etc., où il y a quelque chose qui n'est plus une rencontre, mais qui est un ébranlement, y compris un effondrement de la personnalité, qui fait que on passe de l'autre côté du miroir, et que de cet autre côté du miroir, ce n'est plus l'organe de la vue qui permet de voir, mais quelque chose qui reste assez mystérieux et qui fait que nous assistons à quelque chose qui est un contact avec rien, avec un aveuglement complet et un éblouissement complet et un effondrement complet de la personnalité. Tout ce que le recueil va vouloir dire, c'est que nous existons. Il faut partir du fait que nous existons. Et que tout ce qui est en train d'être dit dans le recueil ne serait pas dit si nous n'existions pas. Mais qu'en même temps, nous pouvons, parce que nous existons, avoir cette relation entre le visible et l'invisible. Et dans cet invisible, il y a quelque chose qui est la ressource de notre vie, la ressource permanente qui fait que, à un moment donné, tout ce qui peut être dans une vie, l'espérance, par exemple, ou une manière d'être là dans des moments difficiles, ou de résister à quelque chose qui serait l'orgueil ou l'envie de tout avoir, etc. À tout moment, il y a ce rien qui vient équilibrer les choses et montrer que l'important n'est pas là, que la vérité, pour dire le mot qui est beaucoup plus exact, n'est pas celle-là. La réalité n'est pas dans ce conjoncturel, dans ce conjoncturel qui fait que à tout moment, nous, êtres humains, nous, par mimétisme, nous avons besoin d'envier quelque chose, d'entreprendre quelque chose de plus important pour nous, etc., etc. Non, ce rien, comme une sorte de mystique, vient à tout moment nous rappeler que il y a dans notre être quelque chose qui est que nous sommes situés non pas aujourd'hui au XXIe siècle, mais au moment de notre origine, au moment où nous avons pris naissance dans l'univers. Je voudrais citer à cette occasion ce passage qui inspire beaucoup de mes poèmes et de mes recueils. C'est un passage de la Bible qui est dans Proverbes. Dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. Et il y a là quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons beaucoup de mal à nous situer en dehors de l'espace qui est notre espace de vie. Je crois que beaucoup de philosophes, et c'est le cas de Bergson par exemple, nous ont ramenés justement au temps, et au plus profond qu'il appelle la durée. Et nous ramène justement à cette idée que le temps se ramène sur lui-même et qu'à un moment donné, nous pouvons, vivant aujourd'hui au XXIe siècle, être cet être justement qui est dès l'éternité établi et dont l'existence est une existence située en même temps qu'ici, ailleurs, depuis le début. Dire qu'il y a de la non-existence dans une chose ne revient pas à dire qu'elle n'existe pas. Car si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de lutte afin que la justice de jour continue. Dire qu'il y a de la non-existence, c'est penser.
Penser qu'en même temps qu'elle existe, une chose n'existe pas. Penser que la non-existence laisse une trace indélébile que révèle en tous sens la beauté. La trace qu'un bloc de pierre peut germer. Que la souffrance des pierres, c'est aussi qu'on en fait du gravier. L'intuition que lorsqu'une chose n'existera plus, une marque subsistera de ce qu'elle n'a pas été. De la souffrance qui a été la sienne, de n'avoir pas été exactement ce qu'il y avait en elle de l'univers tout entier. Oui, je crois que c'est un moment fort du recueil. D'abord parce que il faut bien se positionner dans le recueil du point de vue de la pensée. Non pas de la réflexion, de la pensée. Tout le recueil, lorsqu'il aborde le visible, l'invisible, l'existant, la non-existence, la vérité, il aborde ce qui en l'homme est pensé. Ça, c'est important. C'est comme si on abordait une question d'un point de vue théologique. Naturellement, à ce moment-là, il serait dit des choses qui ne seraient pas dites si on l'abordait d'un autre point de vue que du point de vue théologique. Donc, il faut rentrer dans le recueil en ayant présent à l'esprit que ce dont on parle, c'est de la pensée. Ça, c'est, je crois, un point qui est essentiel. Après, le passage dit aussi que, dire qu'il y a de la non-existence dans une chose ne revient pas à dire qu'elle n'existe pas. Parce que justement, on est dans le domaine de la pensée. Et qu'on n'est pas dans le domaine où, voyant une chose, on souhaiterait, ou on insisterait, on persévérerait à dire que c'est autre chose. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu de reflets. C'est non, c'est de la pensée. On est dans une dimension qui est la dimension de la pensée. Et que ce qui s'y dit, même si d'un autre point de vue ça peut paraître paradoxal, du point de vue de la pensée, ça ne l'est pas. Dire qu'il y a de la non-existence dans une chose ne revient pas à dire qu'elle n'existe pas. Ce qui serait absurde. Car si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de lutte afin que la justice de jour continue. Et ça veut dire que, par ailleurs, la vie, c'est une lutte sociale, une lutte pour résister, une lutte pour que la justice de jour, comme le pape François a pu parler de l'hôpital de jour, continue. Et que donc, il n'y a pas que le domaine de la pensée, il y a le domaine dans l'existence d'une action qui vise la justice. Et tout le vocabulaire est grec. Vérité, justice, pensée. C'est à ce niveau-là qu'il faut se situer pour lire le poème. La trace qu'un bloc de pierre peut germer, que la souffrance des pierres, c'est aussi qu'on en fait du gravier. Je crois qu'il y a là quelque chose du gravier. Tout le monde a vu du gravier. C'est de l'inerte, c'est de l'inanimé. Et donc, à un moment donné, l'action humaine fait que pour faire une route, ou faire une construction, ou tout à fait autre chose, on va broyer une pierre. C'est un geste qui peut laisser totalement indifférent. Sauf parfois des poètes. Parce que, justement, je crois qu'il y a une souffrance des pierres lorsqu'on les transforme en gravier. Je ne suis pas naïf non plus. Je comprends bien que la pierre, d'une certaine manière, étant inerte, si on la broie, elle ne va pas nécessairement éprouver la souffrance qu'éprouve un mammifère, un être humain, avec un ressenti qui s'appelle justement la souffrance. Oui, bien sûr. Mais si nous-mêmes, nous nous situons comme les héritiers de ce monde inerte que sont les pierres, ce que nous sommes en réalité, nous sommes constitués des mêmes matériaux. Et si, comme dans un recueil
recueil précédent, Le geste impensé d'un caillou, on considère que les pierres, à un moment donné, nous ont, parce que sommes conscients, nous ont confié quelque chose de notre origine à la vie. À ce moment-là, la souffrance des pierres, elle nous est transmise en nous-mêmes. Nous éprouvons une sensibilité au fait que les pierres, à un moment donné, soient broyées pour devenir du gravier. Et cette sensibilité, de mon point de vue de poète, c'est justement la souffrance de la pierre elle-même. L'intuition que lorsqu'une chose n'existera plus, une marque subsistera de ce qu'elle n'a pas été. Je crois qu'il faut bien lire ce passage dans toute sa négativité. Oui, notre finitude fait que nous pouvons souffrir de ce que nous n'avons pas été. Ce n'est pas simplement le regret de quelqu'un qui, à la fin de la vie, regretterait de ne pas avoir fait ceci ou cela. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Le regret, c'est le regret de la pensée. C'est la pensée qui, elle-même, se pensant, et l'homme est un être qui se pense et qui pense. Dans cette pensée, il y a cette non-existence, qui est le paradis perdu en réalité. Quelque chose que nous n'avons pas la possibilité de toucher et qui en même temps et en permanence est quelque chose que nous cherchons à toucher. Mais on sait qu'on ne touche jamais rien. Eh bien c'est bien le cas. C'est bien le cas. Et je crois que la beauté, c'est justement lorsque nous avons quelque chose que nous avons toujours qualifié d'ineffable, de ceci et de cela. C'est bien ça. C'est bien d'aller presque au bord de ce qui, à un moment donné, remplit l'existence de quelque chose qui n'est pas l'existence, de quelque chose qui est une non-existence qui veille sur nous, en quelque sorte. Alors j'ai bien conscience que j'utilise toujours un vocabulaire que d'autres pourraient transformer par le mot de Dieu. J'ai bien conscience de ça. Mais je ne le dis pas comme ça. Je crois que le mot de Dieu m'empêcherait de m'exprimer comme je m'exprime en utilisant les mots de non-existence et de rien que j'utilise. Et de la souffrance qui a été la sienne, de n'avoir pas été exactement ce qu'il y avait en elle de l'univers tout entier, ce dernier vers dit encore plus les choses. La pensée, c'est quand même quelque chose, c'est Francis Ponge qui le dit à un moment donné, nous sommes, il le dit avec un mot que j'aime pas trop, mais qui est le mot qu'il utilise, nous sommes abouchés à l'univers. Nous sommes abouchés à l'univers. Et lorsque on prend conscience de ça, c'est pas nous qui prenons conscience de ça. Nous prenons conscience de ça parce que les pierres et les cailloux, l'inerte et le vivant qui nous a précédés, nous a confié de prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'il y a eu de dépersonnalisation. Je crois qu'on se trompe beaucoup avec les notions de sujet, telles que ces notions sont apparues dans la philosophie occidentale. Naturellement, il y a du sujet. Il y a du sujet. Mais si on reste à la notion de sujet, on loupe complètement le fait que non seulement on est dans la nature, mais on est dans l'univers. C'est ça qu'on loupe complètement. Et je crois que le recueil cherche justement à mettre le lecteur devant presque cette évidence que la trajectoire qui est la nôtre, si nous nous contentons d'un regard sur les quelques années que nous avons à vivre, notre regard, il peut être biaisé, il peut être mal intentionné, et il peut se tromper. Il y a une erreur du regard. Notre regard, c'est pas le nôtre en tant que personne et en tant que sujet vivant
au XXIe siècle. Non, notre regard, c'est celui de l'univers tout entier, et que l'univers tout entier nous a confié à nous, parce que nous avons cette capacité, mais cette capacité nous a été donnée comme la coquille a été donnée à l'escargot. Il ne faut pas en faire un plat non plus. Cette capacité de réfléchir sur nous-mêmes, de nous penser nous-mêmes. Mais quand nous nous pensons nous-mêmes, si nous nous pensions que nous-mêmes, genre humain, à quoi ça servirait? On n'appartient pas à ces grands pouvoirs malicieux, à ces fraternités fondées sur la communauté des drapeaux, l'adhésion à des lois dont la positivité laisse à l'écart le désordre de vivre. On n'est d'aucun édifice, d'aucune assemblée, d'aucune distinction, d'aucune devise, d'aucun parterre de gens heureux. Je crois que le poète n'est pas, quand il est poète, un poète n'est pas que poète. À un moment donné, il est l'homme de la rue, disons. Mais quand il est poète, le poète n'est pas un être social, n'a pas une identité sociale au sens que l'on donne à ce terme d'identité sociale. C'est pour ça que ce passage dit on n'appartient pas à ces grands pouvoirs malicieux, à ces fraternités fondées sur la communauté des drapeaux, etc. etc. Ça, je crois que c'est important. La rigueur poétique nécessite qu'à un moment donné, le poète se tienne à distance de tout ce qui peut être la communauté à laquelle il appartient, quelle qu'elle soit. Chose étant toujours plus compliquée que ça n'en a l'air, encore une fois, il n'est pas toujours poète. D'ailleurs, il l'est rarement. Nous ne sommes que très rarement poètes. Et que donc, à un moment donné, il est dans la vie de tous les jours. Mais la poésie, c'est aussi cette distance. La distance est très importante dans les recueils. Cette distance fait que par rapport à notre genre humain, que nous sommes d'ailleurs les seuls à définir, dans l'univers, dans la nature, le fait que nous appartenions au genre humain, jusqu'à présent, c'est nous qui le disons. Alors c'est sûrement vrai, mais je veux dire par là que c'est notre point de vue. Le poète peut considérer que il n'y a pas que ce point de vue-là. Il n'y a pas dans sa poésie que le point de vue qu'il a en tant qu'être humain d'être un être humain. Pourquoi ce point de vue serait-il le seul? Par ailleurs, s'il philosophe un petit peu, il sait que tout point de vue exprimé est un point de vue particulier. Le monde est interprétation, nous a dit Nietzsche. Nous interprétons en permanence. Mais le fait que nous interprétions en permanence et que donc nous ayons un point de vue que nous sommes le genre humain en haut de la pyramide et que donc l'ensemble de la nature doit nous être soumise, etc., c'est nous qui l'avons exprimé, personne d'autre. En tout cas, les cailloux, les végétaux, les animaux, dont nous faisons par ailleurs partie, mais nous ne le disons pas souvent, ne l'ont pas exprimé. Ils l'ont subi, mais ils ne l'ont pas exprimé. Tout ça pour dire que, à un moment donné, si on veut écrire de la poésie, ce serait pareil pour un philosophe s'il veut élaborer des concepts, il doit aussi un petit peu retourner les choses. C'est dit d'ailleurs dans le recueil. Le poète est quelqu'un qui retourne les choses. Si le poète se met dans une perspective conformiste, mimétique, de répéter ce qu'il a appris à l'école et de répéter ce qu'il a entendu et ce qu'on lui a dit, c'est pas besoin qu'il écrive. Le poète crée son univers. Encore une fois, le recueil, c'est de la pensée ici. On est dans ce domaine-là. On n'est pas dans autre chose. Et donc, je crois
qu'il faut avoir ce côté démiurge de créer un univers. Cet univers-là, pour moi, fait que, je l'ai écrit, j'en lirai des passages dans ce texte qui est sûrement un des textes qui explique le mieux ce que j'essaye de dire, introduction au geste impensé d'un caillou. Je crois que nous sommes un fragment parmi d'autres fragments. Fondamentalement, nous sommes dans cette égalité-là. Peut-être que dans la vie de tous les jours, nous n'y sommes pas exactement. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos poétique est de dire que de toute façon, je ne peux écrire ce que j'écris qu'en partant de ce postulat qu'il y a une égalité de tous les fragments, le mot fragment étant le minéral, le végétal, l'inerte, le vivant, l'invisible, le visible. Et cette égalité de tous les fragments donne au poète une possibilité de créer un univers et de se concevoir ou d'imaginer, selon qu'on part d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue sensible, poétique, que ne lui donnerait pas une autre perspective qui en réalité ne serait pas une perspective, qui serait de fermer l'ensemble de sa vision des choses et de dire que les choses sont finalement toujours les mêmes et comme on a pu l'apprendre. Donc il y a cette envie de retourner les choses. Je crois effectivement que nous sommes un fragment et que nous devons nous considérer à égalité des choses et des êtres. J'ai écrit des textes où il y avait cette envie d'être soi-même une chose. Ce qui peut être alarmant pour ceux qui le lisent, mais qui en réalité est un désir de donner à l'humanité une dimension qu'en réalité elle n'a pas lorsqu'elle prend une autre perspective qui paraît beaucoup plus ouverte, parce qu'à un moment donné on se donne une dimension extraordinaire par rapport aux autres choses et aux autres êtres, mais en réalité cette perspective de suprématie est la plus grande fermeture qu'on puisse imaginer de mon point de vue. Alors que la plus grande ouverture, c'est être dans l'univers, en tant qu'élément de l'univers, pour utiliser un autre mot que celui de fragment. Et à partir du moment où on se démunit soi-même de toute une histoire conceptuelle qui nous a expliqué le contraire, je crois qu'on se donne une grande liberté dans la relation que l'on a avec les êtres et les choses dont nous faisons partie. Quand même, quand on regarde un petit peu la vie des saints, je pense par exemple à Benoît Labre ou à d'autres, où lorsqu'on voit une pensée comme celle de Maître Eckhart, on s'aperçoit quand même que c'est ça, être abouché, comme je le disais tout à l'heure, selon l'expression de Francis Ponge dans son livre Méthode, abouché à l'univers, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, on arrive à se dépouiller de ce vêtement d'humanité que sans cesse on se donne. Voilà un petit peu. Pour moi, ça me donne une très grande liberté et de très grande joie de vivre en réalité. Parce que ça me permet de ne pas faire quelque chose qui est dans le gène de chacun, c'est-à-dire vouloir absolument me mesurer, conquérir, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'esprit de conquête, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que cet esprit de conquête fait partie d'une humanité, mais qui est une humanité qui arrive avec ses arguments, comme un caillou arrive avec les siens. Et que donc, il y a une acceptation, il y a un consentement à être ce que l'on est,
en considérant qu'on est l'égal des autres fragments. Et ce consentement, je reviens à ce que je venais de dire, quand j'y regarde, c'est celui de beaucoup de saints qui, à un moment donné, se démunissent de ce qui constituerait leur identité sociale, parce qu'on est là dans ce rapport qui est que plus on diminue l'identité sociale, plus on augmente l'identité profonde. La poésie n'existe que parce qu'il y a une forme contraignante. Cette idée de contrainte dans l'écriture est quand même une idée importante. C'est quand même toute la différence, non pas qu'il n'y ait pas de contrainte dans la prose, mais enfin, le fait qu'il y ait des formes poétiques, c'est aussi une contrainte qui fait germer, qui fait naître la poésie. Alors aujourd'hui, on n'est plus totalement dans un dispositif de versification classique, ce qui continue d'ailleurs à exister, mais néanmoins, on s'aperçoit que les poètes se sont toujours imposés des formes. À un moment donné, ne plus mettre de ponctuation est apparu chez Reverdy comme chez Apollinaire. C'était une manière Reverdy ne voulait pas, à un moment donné, paginer les pages du recueil parce qu'il considérait que chaque poème était une présentation, c'est-à-dire une présence en fait en tant que telle d'un poète, d'un poème, comme il y aurait eu la présence d'un tableau. Voilà, donc il y a toujours ces questions qui font que la poésie est toujours à distance. Et créer cette distance, c'est quelque chose qui oblige à une réflexion. La mienne a été, au fur et à mesure, de considérer qu'un certain nombre de mots pouvaient finalement être nuisibles un petit peu à ce que je voulais exprimer. Non pas en tant que tel. Le fait qu'on mette un adjectif possessif n'est pas un problème en soi. Non. La question, c'est que en supprimant à un moment donné l'utilisation des adjectifs possessifs, on écrit d'une manière totalement différente de ce que l'on aurait écrit si on avait été utilisé un adjectif possessif. Je vais prendre un exemple, poésie médiévale, la dame est importante, mais je viens de dire la dame. Si je dis madame, ma dame, tout de suite, on est dans un autre registre. Tout de suite, on est dans un registre qui va être un registre de couple ou quelque chose comme ça. La dame exprime bien la distance qu'a su trouver la poésie médiévale pour parler de la dame comme un être de chair inaccessible. Et donc, l'inaccessible n'est pas atteint dans ces poésies-là. Alors, il y a des adjectifs possessifs dans la poésie médiévale, mais mon point de vue est celui-là, c'est que la distance s'établit par la suppression, par exemple, d'adjectifs possessifs. De la même manière, si on réfléchit beaucoup aux articles, c'est pas la même chose d'utiliser un article défini et un article indéfini. L'article indéfini objective un propos. L'article défini, tout de suite, le situe dans une perspective qui est beaucoup plus proche de la personne qui est en train de s'exprimer. En réalité, si on regarde ce que serait une stèle sur une pierre en pleine nature, on imagine mal une stèle avec un ensemble d'adjectifs possessifs qui rendrait ce qui est écrit très sentimental. Mais ça peut exister. C'est d'ailleurs le monde de l'adolescence que de mettre des écrits sur des arbres. Donc ça existe. De mon point de vue, la stèle a quelque chose de beaucoup plus minéral dans son écriture si elle prend justement cette distance.
De la même manière que beaucoup de poètes ont considéré, et c'est mon point de vue, que l'adjectif tout court, qualificatif, doit être utilisé très sobrement. Parce que la multiplication d'adjectifs, comme on la trouve d'ailleurs chez Baudelaire par exemple, aboutit à quelque chose qui peut être un lyrisme de facilité. L'adjectif vient toujours colorer le poème. Oui, mais en le colorant, il l'habille. Et en l'habillant, il lui fait perdre sa nudité. Or, en réalité, bien souvent, c'est la nudité du poème qui fait sa force. Donc, à multiplier des facilités de langage, on peut aboutir à quelque chose qui est une perte de force dans le poème. C'est vrai, de mon point de vue. Lorsqu'on a fait cette démarche et qu'on s'aperçoit qu'on arrive à écrire, parce que c'est pas aussi évident, il faut pouvoir parfois transformer la manière dont on veut dire quelque chose pour justement éviter un certain nombre de mots. Lorsqu'on a fait cette démarche pendant des années, on s'aperçoit que à la fois on a envie et on peut revenir à l'utilisation de ce qu'on avait voulu supprimer. Ça paraît aussi un petit peu paradoxal, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Philippe Jacotet, à un moment donné, avait voulu supprimer les images dans ses poèmes. Il y est arrivé, il l'a fait. À un moment donné, il a vu que les images revenaient. Et bien, il a laissé revenir les images. Oui, mais ce n'étaient plus les mêmes images. C'était les images après qu'il ait fait cet effort de les supprimer. Voilà, donc c'est un petit peu cette manière-là que j'ai depuis un certain temps d'écrire des recueils où j'essaie, mais je crois que j'y arrive en même temps, à écrire d'une manière qui est que, en réalité, si on tombe sur un poème, on peut toujours considérer que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais qu'il a été écrit à un moment donné. Il y a eu des époques où les textes n'étaient pas signés. C'est ça la poésie aussi. Hein. Le texte existe indépendamment de l'histoire personnelle de celui qui l'a écrit. C'est une manière de dire les choses. Je crois que mes poèmes n'existent pas non plus sans mon histoire personnelle. Elle y est dedans, mais le fait qu'elle y soit dedans suffit. Il n'est pas la peine non plus que j'y ajoute l'anecdote. Tout ça est assez ambivalent, parce qu'en réalité, à un moment donné, on peut aussi ressentir le besoin inverse, mais je crois que c'est tout un jeu de passage. C'est-à-dire, être passé par là fait qu'à un moment donné, ce que l'on retrouve est quand même différent, parce que marqué de cette différence qui est qu'on est passé par quelque chose alors que les autres n'y sont pas passés. On en arrive à l'idée que le rien est peut-être l'ultime ressource, en tout cas celle que les arbres et les pierres disposent pour accompagner des milliers d'enjambées. Ces milliers d'enjambées, ce sont celles du poète qui, dans ce recueil, est un promeneur en pleine nature, et on retrouve le rien déjà dont je parlais tout à l'heure, et on retrouve les autres fragments, les arbres et les pierres, qui nous accompagnent. Et c'est ça que je crois j'ai le plus de mal à faire comprendre lorsque on m'interroge, lorsque je parle de ma façon d'aborder les choses, parce que en permanence, les uns et les autres, le mouvement vers les autres fragments est toujours un mouvement de l'humain vers les autres fragments. Mais moi, c'est pas ça du tout dans mes recueils. Dans mes recueils, c'est les autres fragments qui, à un moment donné, viennent à nous en nous disant, ben voilà, vous avez la chance d'avoir cette conscience qui fait que vous pouvez, à un moment donné, accéder à la pensée. Donc, comme nous, on ne peut pas le faire, on vous demande de le faire à notre place. Et pas à notre place en tant qu'autorité, mais en tant qu'égal de nous-mêmes. C'est ça qui est, c'est ce mouvement-là. Si le mouvement était en sens inverse, on n'apprend rien. Non, et c'est pour ça que, notamment
le geste impensé d'un caillou, il y a la reprise de ce passage de la Bible, qui est le célèbre passage beaucoup repris en littérature de Noé, avec le déluge. Et là, dans le geste impensé d'un caillou, c'est pas Noé qui va chercher les animaux, c'est les animaux qui attrapent Noé pour le faire monter sur l'arche, parce qu'il est en train de se noyer. Et ce renversement, ce retournement, c'est un retournement poétique. Là aussi où les uns et les autres ont beaucoup de mal à comprendre les choses, c'est que il faut toujours voir d'où on parle quand on écrit des poèmes. Quand on écrit des poèmes et des recueils, on parle d'un endroit qui est la poésie, avec son langage et ce que je qualifiais tout à l'heure de travail de démiurge, de créer un monde qui peut être un monde avec sa recherche de la réalité, mais aussi ses utopies, ses rêves, ses images, etc. C'est la création d'un monde. En réalité, lorsqu'on écrit, on est soit thaumaturge, parce que les textes que l'on écrit apportent quelque chose aux autres, qui les touche profondément et qui les aide à vivre. C'est le côté médecin du philosophe, mais aussi du poète, c'est donc le thaumaturge. Et l'autre aspect, c'est le démiurge, mais pas le Prométhée. C'est pas le Prométhée qui va, construire des tours de Babel. Non, c'est le démiurge qui crée un monde parce que le monde qu'il crée lui paraît avoir la capacité d'être le monde le plus joyeux qu'il peut lui concevoir et de ce point de vue donner aux autres. Mais d'un autre point de vue, pour reprendre le sens que je donnais tout à l'heure à mon commentaire, c'est aussi ce que les autres fragments lui donnent pour qu'il fasse part d'un autre monde que les autres ne voient pas. Une pierre me dit à un moment donné, parce que je la tiens dans la main, qu'elle existe et qu'elle a sa perception des choses. Je sais bien qu'elle ne parle pas, mais il se trouve que moi, elle me parle. Et je ne suis pas le seul. Parce qu'il y a énormément de gens à qui une pierre parle, un galet parle. Sinon, Francis Ponge n'aurait pas écrit le galet. Il n'aurait pas écrit le galet. Paul Klee n'aurait pas dit que c'est l'arbre qui le regarde. Je crois qu'il y a cette force qui nous traverse, qui est que nous sommes une partie de nous, ou une partie des choses est en nous, et une partie de nous est dans les choses. Il n'y a pas de séparation, comme on voudrait en permanence. On n'est pas fait que pour faire des classements. Il n'y a pas toujours des séparations. Essayons d'avoir un regard impressionniste, au sens pictural du terme, d'un paysage. Ces peintres-là nous ont appris que la lumière était une sorte de pointillisme en réalité, où les choses ne sont pas justement encadrées de telle manière qu'elles soient absolument distinctes des autres. Et même lorsque ce stade de la peinture impressionniste est dépassé avec quelqu'un qui justement retrouve le sens du volume, de la forme, comme Paul Cézanne, ce que je suis en train de dire dans la peinture de Paul Cézanne, et alors là, pour le coup, encore plus accentué, et il nous fait une démonstration magistrale que justement les choses ne sont pas séparées. Et c'est là sa grande leçon, c'est celle-là, c'est de bien comprendre que, alors si quelqu'un, il y a un peintre qui nous l'a bien fait comprendre, c'est Paul Cézanne, que nous ne sommes pas... nous sommes séparés des choses parce que nous sommes des hommes et que notre
problème à nous, c'est que nous en sommes séparés. La réalité n'est peut-être pas celle-là. La réalité, c'est que les choses nous tendent les bras. Mais parce que nous sommes des hommes, nous considérons qu'elles ne peuvent pas nous tendre les bras. Et que nous sommes à part, etc. Oui, mais dans le paradis, nous ne sommes pas à part. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas être à part dans le paradis. On est avec, on est dans, mais on n'est pas à part. Ça n'existe pas, ça. Voilà, donc le poète, il crée un univers. Et il fait tout pour que l'époque où il vit, qui n'est qu'une époque, voilà, pour lui, ce soit l'époque de l'univers tout entier. Et il se trouve que toutes les époques sont les époques de l'univers tout entier. Rien au monde n'est sans pourquoi, et tout ainsi a une cause, ne serait-ce qu'une allée d'arbres, ou même un bout de bois. Mais un rien peut naître sans cause. On peut dire aussi sans pourquoi. Rien n'a besoin de rien pour montrer au-delà du lieu où se trouve une chose, et de la chose aussi qui nécessairement se trouve quelque part, ce qu'il y a de renversant à sortir l'existence, à la laisser flâner, disparaître au premier tournant. Cette partie du recueil, le mot important, je crois, c'est ce qu'il y a de renversant. Le texte commence avec cette idée que rien au monde n'est sans pourquoi. S'il pleut, c'est parce qu'à un moment donné il y a eu des nuages, et parce que à un moment donné il y a un système atmosphérique qui fait que l'eau se déplace, et à un moment donné il va y avoir une chute qui fait qu'il va y avoir des averses ou de la pluie, etc. etc. Le cycle atmosphérique de l'eau. Et donc, effectivement, même cette allée d'arbres où le promeneur poète est en train de se promener, ou même un bout de bois, ça a une cause. Un bout de bois, c'est une branche éventuellement qui est tombée d'un arbre et qui donc va vivre sa vie au roi du sol. Mais le rien dont on a un petit peu parlé jusqu'à maintenant, lui, le rien, il peut naître sans cause. Puisque par définition, ce qui naît va venir après le rien. Donc le rien, lui, est un mot qui définit justement cette idée qu'il y a quelque chose qui n'a pas de cause. Et ça nous ouvre quand même des perspectives, comme ça en a ouvert à la rose et sans pourquoi, dont je m'inspire dans ce passage. Je crois que la suite, avec le mot renversant, est importante. Rien n'a besoin de rien pour montrer au-delà du lieu où se trouve une chose. Et de la chose aussi qui nécessairement se trouve quelque part. Je crois que dans le recueil, il y a toujours ce principe de réalité qui fait qu'on n'est pas en train de phosphorer sur quelque chose de complètement indéfinissable. On a toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire que voilà, on est en train d'expliquer que rien n'a besoin de rien, etc. Mais enfin, on est en train aussi de dire que une chose, si elle existe, elle se trouve en quelque part. Ce qui est toujours une manière dans le recueil de ramener les choses à quelque chose de concret, presque de terre à terre, ou d'évident. Mais c'est important, parce que le reste ne pourrait pas être dit si à un moment donné on ne ramenait pas les choses à quelque chose de concret. Ce qu'il y a de renversant à sortir l'existence. Je crois que c'est ça qui est important. Tout le recueil tourne autour de cette idée qu'on renverse les choses. Vous parlez de l'acharnement du poète à tout retourner. Voilà, l'acharnement du poète, c'est un peu plus loin, à tout retourner. Il y a, je crois, dans, disons, ce qui est confié à un poète, c'est justement d'aller chercher les choses à la limite, le plus loin possible de ce qu'il peut faire pour aller les chercher. Et éventuellement à tout retourner, de manière à aller chercher des choses, non pas des choses, comment dire,
surprenante pour uniquement surprendre, mais tout simplement parce que si on veut dire quelque chose, il faut quand même aller le chercher. Il faut aller le chercher le plus loin possible. Un marin, s'il veut traverser, il faut qu'il prenne la mer. C'est ça l'idée. Mais c'est pas du tout être surprenant avec l'idée je me déguise pour surprendre tout le monde. Non, c'est pas ça du tout. C'est d'aller le plus loin possible parce que ça lui a été confié et c'est à lui d'aller le plus loin possible pour aller chercher. Et assortir l'existence. Alors là, le terme est concret. On sort l'existence comme on sort de chez soi, comme on sort pour aller se promener, pour certains aller au bal, etc. On sort. Et donc, ce qu'il y a de renversant à sortir l'existence, sous-entendu d'elle-même, à sortir de soi en réalité, c'est-à-dire à sortir de ce qui fait que notre univers est un univers, notre monde est un monde fini. Je crois qu'il y a cette belle phrase de Wittgenstein qui dit « Les limites de notre langage, la limite de notre langage est la limite de notre monde. » Et donc, oui, nous sommes des êtres limités, qui avons un désir d'infini, mais des êtres limités. Je crois que le poète, oui, quand il se met à tout retourner, comme on ferait dans une maison pour chercher quelque chose, ben c'est à lui de le faire, voilà. Et donc, c'est à lui de sortir l'existence, de lui faire prendre l'air, de la mettre à l'extérieur de lui-même. Et là, on retrouve ce dont on parlera peut-être tout à l'heure, le dedans et le dehors. On est toujours dans le dedans de soi-même, mais en même temps, il y a ce désir de mettre le dedans à l'extérieur, de lui faire prendre l'air, de le sortir, donc, et à le laisser flâner, donc à la laisser flâner l'existence, disparaître au premier tournant. Et donc on aboutit non seulement à la sortir, mais à faire en sorte qu'elle s'évanouisse à l'extérieur, qu'elle disparaisse donc. Et là on retrouve tout ce qui est l'expérience mystique de ceux qui arrivent à se dépersonnaliser et à devenir des êtres quasiment, de certains points de vue, inertes dans un monde vivant. Rendre le vivant inerte, c'est quand même aller toucher quelque chose que l'on ne touche pas si on ne va pas justement au-delà de soi-même et à tout retourner pour aller capter, non pas rendre captif, mais toucher quelque chose qu'on ne toucherait pas autrement qu'à travers ce qu'est la poésie. Voilà, donc c'est là que on a quelque chose qui est sans cause. Et donc on n'est pas du tout dans un raisonnement de cause à effet, mais étant sans cause, c'est quelque chose qui est totalement extérieur à notre mode de fonctionnement, à notre mode de raisonnement, et ce rien que nous allons essayer de capter, ben, il est là pour nous faire faire ce voyage. Il y a ce texte, ce poème de Fernando Pessoa, dans le poème, le beau poème qu'il a écrit, Bureau de tabac. Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien, je ne peux vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Je trouve que ce passage de Bureau de tabac est très beau, et justement il utilise le mot rien, comme en fait quand on y regarde de près beaucoup de poètes, parce que c'est un peu un passe-muraille, en même temps qu'une ressource, c'est un passe-muraille, parce que justement ça nous rend, ça rend le visible à son vrai lieu qui est l'invisible.